Madame, Monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à tous dans ce journal du 4 août. La grève se poursuit à Longoni au sein de la société SEMDS, spécialisée dans la maintenance des bus. Aujourd'hui, ce mouvement social inquiète sérieusement les transporteurs scolaires. Alors, quel risque, quel impact? On vous dit tout ce soir. La mobilité des étudiants ailleurs qu'en France, c'est tout à fait possible. Au Canada, c'est tout un dispositif qui est en place pour faciliter l'entrée des étudiants. 7 nouveaux bacheliers mahorais en bénéficient cette année. Nous en parlerons avec notre invité Abbas Toualal Harouna, le président de Mobilité Mayotte Québec. Et puis nous serons en petite terre à la Maison France Service. Un peu plus d'un an après son ouverture, les usagers y bénéficient au quotidien de l'aide pour leurs démarches administratives. On évoquera notamment la dématérialisation de certains documents. Et on commence donc avec les conséquences de la grève à la société SEMDS. Déjà une semaine depuis le début du mouvement social, si l'on sait que la société s'occupe de la maintenance de 80% des bus locaux, aujourd'hui se pose la problématique du ramassage scolaire à quelques semaines de la rentrée scolaire. On fait le point avec l'entreprise Carla Transport Baltus dans ce reportage de Zora Abdoukafé et Assadi Razafiteheno. L'inquiétude gagne les rangs du personnel de la société Carla Transport Baltus. La raison, 5 de ces 25 bus dédiés au ramassage scolaire sont en réparation dans la société d'équipement de mécanique service SEMDS dont les salariés sont en grève depuis une semaine. Nous, on est le gros client de SEMDS actuellement sur Mayotte et j'ai des véhicules en réparation chez eux. Et voilà, c'est la rentrée bientôt et on se retrouve bloqué. Et j'ai aussi des véhicules ici que je dois déposer là-bas, que je ne peux pas déposer par rapport à ce qui se passe. D'autres véhicules de la flotte ont besoin de révision. Faute de pouvoir les envoyer en maintenance, quelques petites réparations sont effectuées sur site. La société Carla Transport Baltus a réceptionné 8 nouveaux véhicules, mais impossible pour elle de les faire rouler, car les bus doivent passer en contrôle technique chez SEMDS avant leur mise en circulation. C'est très important pour nous de récupérer ces véhicules, parce qu'à partir de cette rentrée-là, nous avons en fait une difficulté qui est de ne pas faire fonctionner les véhicules de moins de 30 places. Et donc ces véhicules-là, justement, venaient remplacer les véhicules qu'on ne peut pas faire rouler. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on est obligé de ressortir les véhicules de 22 places qu'on avait mis de côté. Donc là, au niveau du service atelier, ils sont vraiment actifs pour pouvoir remettre en route les véhicules et donc pour que à la rentrée, les véhicules soient disponibles. Pour répondre présent à la rentrée scolaire, la société Carla Transport Baltus redispatche ses bus. Elle affectera des véhicules initialement dédiés à d'autres lignes pour faire du ramassage scolaire. La limite de cette réorganisation est qu'en cas de panne, il n'y aura pas de bus de remplacement. Depuis le 2 août, les allocations de rentrée scolaire sont versées à Mayotte aux familles ayant des enfants scolarisés entre 6 et 20 ans. Des allocations qui varient selon l'âge et surtout selon des critères de revenus. Alors, combien ou comment percevoir ces précieuses aides en vue de la rentrée scolaire? Les précisions avec Nasma Adrachi. L'allocation de rentrée scolaire accroît de 4% et est versée 2 fois cette année. Une première mensualité est accordée au mois d'août, puis une deuxième sera versée au 5 septembre avec la revalorisation des 4%. Pour Mayotte, c'est 378,87 au primaire, 399,77 € au collège et 413,62 € au lycée. Les élèves de 6 à 15 ans dont les parents touchent des allocations n'ont aucune démarche à faire car l'allocation sera versée automatiquement par la CAF ou la mutualité sociale agricole. Pour les enfants ayant 6 ans l'année prochaine et admissibles en CP dès la rentrée, les parents doivent communiquer à leur CAF un certificat de scolarité. Par ailleurs, une déclaration sur l'honneur sera réclamée aux adolescents âgés de 16 ans et plus.
L'allocation reçue est également estimée en fonction des revenus des parents et du nombre d'enfants en charge. Eux en ont déjà bénéficié ou en bénéficient encore. Peut-être je vous parle de ces 7 bacheliers admis à poursuivre leurs études au Canada, au Québec. Et pour mieux préparer ce voyage à l'international, ils étaient partis à l'île Maurice pour l'enregistrement des données biométriques. Il s'agit ici d'une phase de processus d'immigration qui permet à l'étudiant de rentrer au Canada avec un permis d'études. Alors, comment fonctionne ce dispositif et quelle est sa portée? Pour en savoir plus, nous recevons sur ce plateau le président de Mobilité Mayotte Québec, Abbas Toualal Harouna. Bonsoir. Bonsoir. Alors ici, on parle d'un dispositif de permis d'études au Canada. En quoi cela consiste très concrètement? Oui, alors en fait, il s'agit d'une étape du processus d'immigration pour pouvoir partir au Canada. En fait, sans ça, on ne peut pas atterrir sur le territoire canadien. Dans ce processus-là, il y a ce qu'on appelle le certificat d'acceptation du Québec, qui est délivré par la province, où on va étudier. Ensuite, on parle de permis d'études, qui est délivré par le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral. Donc, dans notre région ici, il n'y a pas de bureau canadien à Mayotte ou à La Réunion, donc il faut se rendre à l'île Maurice. La raison pour laquelle on a choisi pour cette première de partir avec ces jeunes-là, non seulement découvrir le pays, mais également rencontrer les instances là-bas qui traitent ces dossiers-là. Donc ça a été très bien pour une première année. Alors, 7 bacheliers mahorais vont donc aller poursuivre leurs études supérieures au Canada, au Québec. Quelles sont les opportunités pour ces bacheliers d'aller là-bas? Alors, en fait, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent aux Mahorais aujourd'hui de pouvoir partir étudier à l'international. Parce que chez nous ici, tous les secteurs sont en souffrance. Il n'y a pas de structure pour accueillir tous les étudiants. Donc, partir au Québec, au Canada aujourd'hui, permet de bénéficier vraiment d'une formation qualifiante, mais qui est très opérationnelle, d'aller sur le marché du travail, soit au Québec ou revenir sur le système français en métropole ou à Mayotte. Donc, concernant pour les 7 jeunes, on parle de mathématiques informatiques, logistique, architecture ou encore génie métallurgie. Donc, c'est vraiment varié. Sur ces 7, il n'y a pas vraiment de programme défini. En fait, ce sont les jeunes qui ont exprimé leurs souhaits. Nous, on les a tout simplement accompagnés à monter leur projet d'études et dans le processus d'immigration. Et pour ce projet d'études au Canada, pour que cela soit réalisé, vous êtes accompagné par des collectivités ici localement? Bien sûr, en fait, aujourd'hui, c'est principalement le conseil départemental qui est notre partenaire qui nous accompagne dans ce dispositif, mais aussi l'Interco du Sud, la communauté de communes du Sud, qui représente les 4 communes, Bandélé, Bouéni, Chirongui et Kanikeli, où on a une convention avec cette collectivité. Donc aujourd'hui, là où on va vraiment s'impliquer, ça va être sur les 4 communes, mais également dans Mayotte. Et si certains intercos ou communes sont intéressés à travailler avec nous, ça sera volontiers, parce que l'idée, c'est vraiment de sillonner Mayotte pour pouvoir accompagner chaque jeune qui a un très bon projet et qui souhaite partir à l'international. Et les éventuels nouveaux intéressés par justement cette aventure canadienne, comment devraient-ils s'y prendre pour pouvoir y accéder ou le faire? En fait, c'est comment nous, on va les accompagner. On intervient vraiment tout au début de la chaîne de ce dispositif, notamment au niveau de la promotion communication. Donc, pour cette première année, on l'a fait à distance, mais on va être vraiment sur place pour échanger avec les jeunes, les parents qui souhaitent intégrer le dispositif. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être proche et surtout rassurer. Parce qu'il y a beaucoup d'appréhension, rassurer les intéressés, mais aussi les parents, parce que sans eux, malheureusement, on n'accompagnera pas de jeunes avec qui on n'a pas pu échanger avec les parents. Alors, tout dernier point, avant de nous quitter, les diplômes validés là-bas sont des diplômes qui sont reconnus Tout à fait. En fait, aujourd'hui, il existe une entente entre la France et le Québec qui permet cette réciprocité de diplômes. Donc, quand on est diplômé
au Canada, au Québec, on peut revenir à Mayotte ou en Europe tout simplement, et de vice-versa. Des Français partent chaque année là-bas pour pouvoir travailler sans problème. Donc aujourd'hui, c'est une réelle opportunité du Mahorais de partir acquérir de l'expérience et revenir répondre aux besoins du territoire. Abbas Toilal Harouna, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Découvrir le monde informatique à travers un atelier numérique, c'est chose possible aujourd'hui à la Maison France Service de Petite-Terre, un site ouvert à la population dans le cadre de ses démarches administratives, mode d'emploi et fiches pratiques avec Marissa Bina, Abderrahmane Saïd et Assadi Razafi Tseheno. C'est un service public moderne qui apporte un visage humain aux besoins des citoyens. Impôts, retraite, transmission de dossiers à la préfecture ou encore recherche d'emploi, cette structure leur permet d'être accompagnés par des personnes formées et disponibles. Le cas de Souf Saïd, venu exprès de métropole pour affilier son enfant mineur. Et nous avons, semble-t-il, un problème avec notre reportage en Petite-Terre à la Maison France Service. On y reviendra peut-être, mais pour le moment, nous allons prendre la direction de l'Hexagone à Limoges où de violents affrontements ont éclaté depuis le début de la semaine. Et c'est le quartier populaire du Val de Laurence où réside une forte communauté mahoraise et d'Afrique subsaharienne qui a été le théâtre d'affrontements entre des dizaines de jeunes encagoulés et les forces de l'ordre. Des violences urbaines survenues les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi. Faisons le point sur la situation avec nos confrères de France 3 Limoges. Il est un peu plus de 22 heures. La CRS 8, une unité de policiers spécialisée dans la guérilla urbaine, débarque de la région parisienne. Une quarantaine d'hommes, cagoulés, l'arme au poing, prennent position dans la zone sud du Val de Laurence. Topez les bouclards. Top aux bouclards. Là-dessous. Va chauffer là-bas avec la lumière. C'est là, précisément à ce carrefour, que les affrontements se sont déroulés quelques heures plus tôt. Des affrontements sur lesquels les officiels, en fin d'après-midi, avaient tenu à revenir, à l'occasion d'un point presse au QG du commissariat de police. Vers 3h30 du matin, on a dispersé définitivement ces émeutiers, grosso modo, et puis nous avons constaté l'incendie de 3 véhicules. Ils ont été incendiés pour nous attirer, et c'était un acte délibéré de cette quarantaine de jeunes gens. Ce qui fait dire au premier magistrat de la ville que ces provocations envers les forces de l'ordre ne tiennent pas du hasard. Il y a des quartiers qui sont tenus par des trafiquants de drogue. Quand vous avez des guet-apens organisés, structurés pour casser et pour agresser du policier ou du pompier, et ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard. Ça arrive vraiment avec une organisation. Mais cette analyse laisse de marbre le procureur de la République qui ne fait pas dans les conjectures. Il y a du trafic de drogue, c'est pas forcément en lien avec le trafic de drogue, c'est un raccourci un peu rapide que vous faites. En tout cas, la nuit dernière, l'État a tenu à affirmer que l'ordre public était de retour dans le quartier. CRS posté ici et là, contrôle de véhicules aléatoires, une opération coup de poing médiatisée comme il se doit. C'est une opération effectivement coup de poing de maintien sécurisé et renforcé de l'ordre sur ce quartier. Pour le reste, une enquête est en cours pour tenter de retrouver les auteurs de ces tensions urbaines. Parlons à présent de la vanille, non celle de chez nous, mais de nos voisins réunionnais. Un gage de qualité qui est à l'honneur à Sainte-Suzanne à l'occasion de la fête de la vanille. Et pour cela, c'est toute une préparation qui s'est mise en place par les producteurs. Des producteurs qu'ont rencontrés à Brapanon, Jean-Régis Ramsamy et Daniel Fontaine. Au niveau de la vanille, il y a beaucoup d'étapes. Et en ce moment, quand on trie, il y a encore des grosses, demi-sèches et les sèches. Et on sépare toujours. Et c'est ainsi depuis le 19e siècle. La même attention est accordée à cette plante juteuse. Notre île en produisait jusqu'à 200 tonnes. Pourtant, la vanille ne fait plus rêver. L'exportation relève de l'histoire ancienne. Cette orchidée portée au pinacle par un certain Edmond Albius a été l'objet d'une vive concurrence des îles voisines. Battue en brèche, la vanille réunionnaise se relève. En témoigne une consécration par le biais de l'indice géographique protégé, l'IGP. Votre vanille, elle doit être cultivée à La Réunion. Donc sur nos terres, sur la côte Est uniquement.
Donc ça veut dire depuis Sainte-Marie jusqu'à Saint-Joseph. Ensuite, vous avez toutes les différentes étapes de transformation qu'il faut respecter, à savoir l'échaudage, le séchage, le tri, le temps passé en malle et tout ça. C'est plus de 20 manipulations par gousse de vanille. Donc tout ça est écrit dans la charte et vous devez la respecter. Et ensuite, votre vanille s'appelle vanille de l'île de la Réunion. Trier, livrer du bon grain, c'est ce que souhaitent les producteurs locaux. Aujourd'hui, la coopérative de Brapanon stocke environ 10 tonnes de vanille verte. Autrefois, elle en recevait 2 fois plus. Mais elle reste le fer de lance du secteur avec 180 producteurs. Dopée par son nouveau titre, l'IGP, la vanille réunionnaise démontre sa capacité de résilience. Retour à Mayotte et avant de nous quitter, nous repartons découvrir le monde informatique à travers un atelier numérique. C'est chose désormais possible à la maison France Service de Petite-Terre, un site ouvert à la population dans le cadre de ses démarches administratives, mode d'emploi et fiches pratiques avec Marie-Sabina, Abderrahmane Saïd et Assadi Razafit Zeheno. C'est un service public moderne qui apporte un visage humain aux besoins des citoyens. Impôts, retraite, transmission de dossiers à la préfecture ou encore recherche d'emploi, cette structure leur permet d'être accompagnés par des personnes formées et disponibles. Le cas de Souf Saïd, venu exprès de métropole pour affilier son enfant mineur à la sécurité sociale. Je suis allé à la mairie pour aller prendre l'extrait de naissance de ma fille. Puis je me suis dit que j'allais venir ici et avec un peu de chance, je serai aidé, même si je n'ai pas pris rendez-vous, car c'est urgent. Pris en main dans l'immédiat, ce dernier a pu être aidé dans sa démarche par un adulte relais de la maison. Là, je suis en train de créer un compte Amélie à notre usager. Comme ça, il n'aura plus besoin d'aller à la sécurité sociale pour son attestation de sécurité sociale. Dès à présent, elle peut venir chez nous ou aller dans un cyber pour prendre son attestation. Mais ce ne sont pas toutes les situations qui sont faciles à gérer. Une fois sur place, bon nombre d'usagers sont satisfaits de leur prise en charge, mais dans les cas les plus difficiles, la situation est tout autre. On fait un premier constat, une première diagnostic. On aide la personne à avoir une réponse sur l'instant T. Mais quand le souci est beaucoup plus long, on fait appel à nos partenaires ici présents quand ils sont là. Les maisons France Service se veulent être des structures de proximité et celles de Petite-Terre accueillent plus de 1500 usagers chaque mois. Et voilà qui met donc un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et juste après, on se retrouve pour le journal en maoré. Très belle soirée à tous et à tout à l'heure.